Bonjour. Merci d'avoir fait le déplacement en ce jour de grève nationale. On est ravis de vous voir si nombreux. Je vais en profiter pour me présenter. Je suis Émilie Pierre Desmonde. J'ai rejoint la direction de Diamart Connect aux côtés de Michel, que vous connaissez sans doute. On vient de passer une semaine à New York. Michel, Raphaël Catan, directeur général de Talenco, et Adrien Naïm du Café de l'e-commerce, pour revenir vous présenter un décryptage de la NRF. Un décryptage qui sera construit de nombreuses keynotes, de conférences, de store tours, de discussions avec des techs américaines, françaises, israéliennes. Donc, j'espère que vous êtes prêts pour partager cette expérience avec nous. Je vais remercier, avant de passer la parole à nos experts, je vais remercier nos partenaires, donc Orange Business Services, sans qui on ne serait pas là aujourd'hui, Big Commerce et Comarch, qui sont partenaires officiels de cet événement. Je vais donner la parole à Yannick Bouguin, directeur commercial Île-de-France chez Orange Business Services. Bonjour à tous, merci Émilie, bonjour à toutes et à tous. En effet, moi je m'appelle Yannick Bouguin, je suis directeur commercial chez Orange Business Services. C'est la branche du groupe Orange qui est dédiée aux services aux entreprises. Donc je suis ravi de vous accueillir dans ce magnifique écrin qui est la boutique Orange Opéra, donc ici. Je vous remercie sincèrement pour votre présence. On sait tous que c'était compliqué d'être présent du fait des mouvements sociaux aujourd'hui. Donc vraiment un grand merci pour votre présence. Et en tout cas, je pense que nous tous, on aura à cœur que cette matinée vous soit la plus profitable. Vraiment très brièvement, avant de donner la parole aux intervenants par la suite, vous rappelez finalement ce qu'est Orange Business Services. Donc Orange Business Services, c'est aujourd'hui la 3e entreprise de services numériques en France. C'est pas toujours su, avec quasiment la moitié de notre chiffre d'affaires qui est un chiffre d'affaires dédié aux services aux entreprises sur des thématiques telles que le cloud, la cyber, la data. Notre job au final, c'est de faire en sorte que la tech, elle vous soit la plus profitable, elle soit profitable au métier. Et je vais citer 3 grands champs d'application sur lesquels nous intervenons au quotidien au service de nos grands clients en retail. Le premier champ d'application, c'est le champ d'application de la collecte de la donnée pour nourrir vos processus et vos projets data. Alors comment on intervient? C'est à la fois en installant des bornes Wi-Fi, en installant des caméras, mais également en vous mettant à disposition les datas de nos propres réseaux mobiles. Ce n'est pas forcément toujours quelque chose qui est connu. Et donc ça vient nourrir, alimenter vos réflexions et vos projets data et vos cas d'usage data qui, j'en suis sûr, sont nombreux et infinis. Le second grand champ d'application sur lesquels nous pouvons intervenir, c'est la migration vers le cloud. Alors, bien sûr, d'un point de vue technique avec vos CTO, mais finalement, là où on essaie de vous amener le maximum de valeur, c'est de tirer parti de l'innovation amenée par ces grandes plateformes des hyperscalers, notamment en utilisant la quintessence des microservices de ces plateformes opérées par les hyperscalers. Et le troisième champ d'application, c'est le champ d'application de l'expertise data. Ce n'est pas toujours su, mais je voulais mettre l'emphase sur un pôle d'expertise que nous avons qui s'appelle Business et Décision, avec un peu plus de 2000 experts en France autour de la data. Et là, ils interviennent, ces experts, au quotidien chez nos grands clients sur des sujets tels que l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, vous aider à mieux connaître vos clients, connaître également votre environnement, votre écosystème ou encore développer de nouveaux services. Voilà, donc nous sommes en tout cas ravis de vous accueillir ici pour cette matinée. Et du coup, je vais laisser la main à Adam de Big Commerce qui va se présenter à son tour. Merci. Merci. Bonjour à tous, moi c'est Adam Birnbaum, donc je suis le lead marketing pour la France de Big Commerce. Big Commerce qui est une plateforme e-commerce qui a la particularité d'être en open SaaS. Donc c'est pas forcément le moment de rentrer dans tous les détails de tout ça et je voulais profiter de ce moment pour donner un éclairage sur les 3 grandes tendances et les 3 grands sujets qui seront des enjeux pour les retailers et les e-commerçants. Et en tout cas, ce que
ce qu'a senti un peu BigCommerce pendant cette année, et en particulier lors du NRF. Le premier sujet qu'on a senti vraiment au contact des retailers, pour nous, c'était vraiment le côté du coût total de possession d'une plateforme e-commerce. On voit que aujourd'hui, et vu le contexte économique et financier actuel, la maîtrise de ce coût est un sujet qui est de plus en plus prégnant pour les commerçants. La connaissance de ce coût-là, c'est le premier point. On a beaucoup de commerçants qui n'ont pas une vision extrêmement précise de ce qu'est le coût réel de leur e-commerce. Et ensuite, ils vont travailler à le maîtriser et le réduire. On voit que donc la maîtrise des plateformes sur lesquelles ils travaillent et les différentes briques de ces plateformes est un vrai sujet. Le deuxième sujet qui est intéressant et qui sera sûrement développé après par le troisième sponsor qui est Comarch, c'est le commerce unifié. On voit qu'aujourd'hui, le commerce unifié, ça avait été un peu un sujet qui avait été peut-être un peu mis en pause, ou en tout cas moins trendy que dans la période post-Covid, mais qu'aujourd'hui, avec le retour à 200% du commerce physique, c'est un sujet qui est de plus en plus présent. Cette espèce de graal et de quintessence de l'omnichannel, aujourd'hui, est bien là. Et on voit qu'il y a de plus en plus de grands retailers qui veulent proposer une vraie expérience qui aille plus loin que l'omnichannel. Et on va aller chercher à proposer une expérience totalement unifiée et cohérente entre les différents canaux pour leurs clients, et pour leurs audiences au sens large du terme. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'on peut très bien voir et qu'on a développé de notre côté avec un de nos clients qui est le très grand de la fashion anglaise, Ted Baker, qui est présent dans une centaine de points de vente dans 10 pays et qui a travaillé justement à enrichir cette expérience-là de manière extrêmement unifiée et qui a apporté beaucoup de gains de performance en termes de revenus de son côté. Le troisième point dont je voulais parler aujourd'hui, c'était c'était celui du social commerce. On voit aujourd'hui que ça a été pendant quelques années, je dirais, un sujet qui a été un peu en vogue, mais dont on ne voyait pas forcément un aboutissement réel, ou en tout cas pas forcément une vraie efficacité. Mais aujourd'hui, le croisement du commerce et des réseaux sociaux, c'est une réalité qu'on peut constater. C'est plus seulement un effet de mode comme ça a été un peu au début. Et on a des marques qui aujourd'hui se lancent dans ce canal de communication, mais aussi du coup d'amélioration de leur branding et d'advertising également auprès de leur communauté et de leurs clients, qui est extrêmement performante. Avec des réseaux sociaux aussi qui sont très présents sur le sujet, qui ont développé beaucoup d'outils pour accompagner les marques là-dessus. Et donc au final, à la croisée des plateformes e-commerce et des réseaux sociaux, on retrouve ce point-là qui est très présent, et on a des marques qui arrivent à tirer leur épingle du jeu grâce à ça. Nous, on accompagne par exemple la marque américaine de casque audio, Skull Candy, qui est une des marques de référence dans le domaine, et qui a réussi en fait avec cette stratégie unifiée de commerce, mais avec des réseaux sociaux au milieu, à augmenter je crois qu'ils ont doublé leur audience sur leur site, et ils ont fait plus de 150% de chiffre d'affaires en un an grâce à ce type de stratégie. Donc c'est ce type de choses qui va, je pense, continuer à se développer en 2023, et ça va être en tout cas au sens de big commerce les trois grands sujets dont on va pas mal entendre parler cette année. Et voilà pour moi. Merci à tous encore d'être ici, et je vais proposer à Eric de prendre la parole. Merci Adam. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je me présente. Je suis Eric Léval, directeur de mission retail chez Comarch. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Comarch est un groupe d'origine polonaise avec plus de 7000 employés, donc spécialiste dans l'édition de logiciels et les hébergements de ces solutions dans tout secteur d'activité. Donc, en France, on est plus de 150 personnes et on est spécialisé dans le secteur du retail, pour lequel on assure aussi l'intégration de nos solutions qui sont basées sur 3 plateformes. Donc, comme vient de le dire Adam,
plateforme. La première plateforme, c'est une plateforme de commerce unifiée, donc qui permet de gérer l'activité de toutes les enseignes de retail dans une logique omnicanal, que vous soyez en mode B2C ou B2B. Donc ça veut dire solution magasin, du digital, des intégrations avec des marketplaces, etc. Une plateforme d'engagement client, donc là c'est pour gérer les programmes de fidélité et passer de la fidélité à l'engagement client. Et une dernière plateforme de gestion documentaire pour fluidifier et simplifier tous les échanges entre les différentes enseignes. Donc merci Michel d'abord, parce que le salon annuel de la NRF voit toujours des tendances et des nouvelles technologies émerger. Certaines vont mettre plusieurs années à se déployer en France et en Europe, d'autres vont disparaître aussi vite, donc c'est toujours intéressant d'avoir un feedback sur ce sujet. Et sans spoiler ta présentation, que je n'ai pas vue, j'espère, en tout cas de notre point de vue, ce qu'on constate, c'est quand même un retour au pragmatisme et au basique du commerce. Ça y est, c'est spoilé. Désolé, j'ai que ça. Alors, voilà, c'est bien. Donc, je disais simplement, alors j'ai une petite phrase, hein, c'est fini le paiement des NFT inscrits dans la blockchain, en Bitcoin, dans le métaverse. Et j'ai pas réussi à mettre hologramme dans la même phrase. Bon, certes. Et il y en avait. Donc, c'est pas fini, mais quand même un peu moins de bruit sur ces technologies dont on reparlera peut-être dans les années futures, mais qui ne sont pas encore dans la préoccupation de la majeure partie des enseignes françaises. On retrouve plutôt les sujets, hein, en fait, hein, depuis plusieurs années. C'est bien, la tendance de fond est toujours d'améliorer l'expérience client, de simplifier le processus d'achat et de le mettre aussi, surtout, en scène. Donc ça, le magasin, lieu de vie, tout ça, ça reste des sujets, lieu de vie et de service, toujours importants. Le deuxième point, c'est vraiment un retour en grâce des programmes de fidélité qui, à un moment donné, ont été un petit peu considérés comme désuets, mais des nouveaux programmes de fidélité basés sur l'hyper-personnalisation avec toute la collecte de la data et l'IA qui est derrière. Et je dirais plus récemment, on a vu un retour en force de l'humain qui est remis au corps du retail. Donc ça, c'est un élément important. C'est le premier ambassadeur de la marque, de l'enseigne. Et donc, il faut lui fournir des outils qui vont améliorer sa productivité sur le back-office de façon à le concentrer sur son activité commerciale. Donc, dans les technologies qui ont été présentées au NRF, l'un des critères principaux, c'est pour qu'une technologie perdure, il faut qu'elle réponde à un besoin d'un client, mais aussi qu'elle réponde à une stratégie de l'enseigne. Et en fait, seules ces technologies qui vont permettre de valoriser très rapidement le retour sur investissement vont pouvoir perdurer. Et donc, nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a 3 domaines sur lequel on travaille encore actuellement beaucoup avec les enseignes françaises et européennes. C'est toutes les solutions de mobilité connectée, avec la nouveauté pour le vendeur. Avec la nouveauté, c'est qu'on passe sur une mobilité visible et partagée avec le client. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau qu'on ne voyait pas forcément avant. Donc toute la partie fidélité qui passe sur une fidélité non plus transactionnelle, mais relationnelle, émotionnelle, donc pour améliorer la relation entre le client et sa marque. Et puis toutes les solutions d'autonomie mises à disposition du client final qui vont lui permettre, comme le self-checkout ou le magasin sans caisse, qui ont un intérêt, encore une fois, pour le client et pour l'enseigne. Et puis le dernier point que l'on constate, c'est l'apparition et la généralisation de nouveaux services. Alors, nouveaux services, la location, l'abonnement, la seconde vie des articles, etc. Donc, ces nouveaux besoins qui émergent demandent des nouvelles solutions à mettre en place dans les différentes enseignes pour répondre à cette tendance qui est fortement réclamée par les clients. Donc voilà, je propose maintenant d'écouter Michel. J'espère que je ne t'ai pas trop spoilé. Voilà. Un petit peu, mais tu as aussi spoilé Raphaël, donc tout va bien. C'est vrai que c'est des bonnes tendances que tu as évoquées, et on va y revenir plus longuement. On a un programme extrêmement chargé, et donc je vais inviter Raphaël et Adrien à me rejoindre, même si on va se répartir la parole. Je les présente rapidement, ils pourront le faire encore mieux que moi, mais Raphaël, directeur général de Talenco, qui est spécialisé... Vas-y. On se présente tout de suite. Bonjour à tous. Donc effectivement, Talenco, on aide les entreprises à ajuster les modes de travail et la culture managériale au service des transformations, des roadmaps de transformation que Michel va présenter tout à l'heure. Donc moi, je vais intervenir sur la partie humaine de ce qu'on a vu au NRF. Et toi, Adrien ?
Et moi, Adrien, bonjour à tous. Ça fait quelques années déjà que je suis dans l'e-commerce. J'anime un podcast, Le Café de l'e-commerce, et je vais couvrir l'angle technologique ce matin. Abonnez-vous au Café de l'e-commerce, il est encore temps. Michel est souvent invité à faire des interviews, donc c'est peut-être aussi pour ça. Merci. C'est vrai que le e-commerce, l'humain, tout ça, c'est vraiment ce qui caractérise les tendances retail du moment. On va en évoquer 4 chacun. Donc, vous avez ici un premier aperçu, on y reviendra. Ça va être tambour battant, donc je vais démarrer sans transition. Me lancer un petit... Ah oui, il y a une petite chose, c'est vrai. On va sur celle-ci. Oui. Vas-y. Alors, on veut faire ça, on veut rendre ça interactif, et la manière la plus élégante qu'on a trouvée, c'est de vous faire participer. Si vous pouvez prendre les 10 prochaines secondes, parce qu'après ça va disparaître, pour scanner le QR code ou alors vous rendre sur slido.com avec ce numéro-là, vous allez avoir une interface où vous allez pouvoir, de manière anonyme ou pas, poser des questions, vous allez pouvoir voter sur des questions, et on s'engage à répondre à des questions tout au long de cette présentation. On a beaucoup de choses à voir, mais on va faire des petits arrêts entre chaque intervenant pour. Et je crois que les questions peuvent être, on peut voter sur les questions qu'on aime, donc exactement. Les questions qui vont remonter le plus haut, vous pourrez aussi et restez bien dans l'application, parce qu'à la fin de la présentation, il y aura une petite surprise, donc ne fermez pas l'application. Enfin, c'est dans le web, c'est dans le navigateur. Voilà, Michel. Ça y est, tout le monde? C'est bon? Sinon, slido.com, et vous avez 1947-903, c'est le code. On va y aller. Merci, Adrien. Alors, première... tendance business, on va dire, c'est qu'il y a plus, c'est la fin des milieux, la fin de la middle class. L'Amérique, je ne sais pas si vous y êtes allé ces dernières années, et il y a 10 ans, il y a 15 ans, on voit vraiment que depuis une dizaine d'années, ce pays est en proie à des clivages politiques de plus en plus forts, sociaux, sociétaux. Elle est divisée, cette Amérique. Hein, il y a vraiment... une forme de fin du rêve américain, au sens où on était avant tous sous la même bannière, tous unis. Et il y a une vraie désunion. D'un côté, et ça les retailers présents sur NRF l'avouent, d'un côté les riches qui deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus forts. Donc la fin de la middle class a été évoquée. La fin du dialogue apaisé. Et en termes de retail, jamais le luxe n'a été aussi puissant et fort. Et de la même manière, le hard discount, comme c'est le cas aussi en Europe, connaît une vague de croissance assez forte. L'impact sur le retail est double, donc positionnement prix, valeur, très important, et positionnement politique aussi, valeur, au sens les valeurs, c'est important, il faut prendre position. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé un exposé d'un certain Ira Kalish, qui est un économiste de chez Deloitte, qui a présenté une Amérique touché par l'inflation, au même titre que le UK et l'Allemagne, évidemment, depuis le début de 2021. Mais pour qui l'indice des prix à la consommation a baissé depuis mi-2022, la ligne bleue. Donc c'est assez important de voir que finalement l'Amérique ne suit pas toujours les tendances des puissances européennes. Et de ce côté-là, au niveau inflation, ils s'en sortent pas mal. Nous aussi, vous me direz, on est un des meilleurs élèves de ce côté-là en Europe. Mais on voit que l'Amérique, finalement, n'est pas si touchée. Alors, lors de la NRF 2022, il était beaucoup question de supply, même que ça. Hein, on y était avec Raphaël, ça parlait supply parce qu'évidemment, on sortait du Covid, tout était désorganisé, il y avait des problèmes de conteneurs bloqués, des ports engorgés, une marchandise en souffrance, enfin vraiment de gros problèmes. Ces sujets ont été adressés parce qu'ils sont assez rapides et ils sont en voie de stabilisation. Les USA, donc beaucoup moins touchés aussi que l'Europe ou le Japon côté énergie, parce qu'ils sont moins dépendants, ils ont leurs énergies fossiles. Donc là aussi, encore un sujet où ils s'en sortent pas trop mal. Et le marché de l'emploi tendu au sein de l'OCDE, mais les USA montrent le plus grand nombre de postes à pourvoir. Et donc ils sont aussi dans la moyenne au niveau des salaires réels, qui ont quand même baissé un peu partout. Donc voilà. On a une Fed finalement qui perturbe les marchés, qui freine l'activité immobilière, qui menace les investissements corporate, contraction des budgets de l'État, baisse des revenus réels et possibles répercussions des récessions chinoises et européennes. Donc les USA présentent un tableau assez résilient finalement, parce que effectivement on a d'un côté tous ces problèmes potentiels, mais de l'autre côté on a un marché du travail qui est dynamique, des dépenses de consommation stables parce qu'elles sont puisées dans l'épargne,
Et une baisse des prix des produits de base aussi, avec aussi une amélioration, je vous le disais, assez nette des chaînes d'approvisionnement. Donc, la mondialisation, on peut se poser la question de est-ce qu'on va vers une fin des mondialisations ou de la mondialisation? Elle était basée sur des prévisions d'offres et de demandes, mais c'est devenu une fin en soi, pas un moyen. L'invasion de l'Ukraine par la Russie, en fait, a réveillé des plaques tectoniques qui, en matière géopolitique, impactent maintenant de plus en plus de sujets et des effets d'entraînement avec d'autres plaques. Donc on a vu depuis des années le retour des protectionnistes, des tensions entre les USA et la Chine, et il y avait cette course à la domination de l'économie mondiale. Les USA étaient très dominants, mais aujourd'hui ils essayent justement de s'éloigner de leur vulnérabilité vis-à-vis de la Chine, et c'est le cas pour beaucoup d'ailleurs. Beaucoup de gouvernements essayent de se dévulnérabiliser par rapport à la Chine, et donc d'être moins dépendants. Mais effectivement, il y a des ponts comme l'IMF, mais aussi il va falloir réguler le monde de la finance pour arriver à ce que cette mondialisation n'explose pas en vol. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du top 10 ? C'est intéressant parce que le top 10 des retail, il n'a pas bougé. La seule chose notable, donc pas de nouveaux entrants en 2021-2022, la seule chose notable, c'est que JD.com, le chinois, a été un des plus grands gagnants parmi les 10 premiers. Il a gagné 2 positions au détriment de 2 autres, un Allemand et un Américain. Il a enregistré la plus forte croissance de chiffre d'affaires, donc ça c'est en glissement annuel. Et une croissance très rapide sur une période de 5 ans parmi les 10 premiers. Ça en dit long sur la puissance aussi de ce JD.com qui a des entrepôts robotisés, qui est un des plus innovants des e-commerçants mondiaux. Voilà, ça c'est première tendance, un petit peu un point sur l'état des US en matière d'économie. Le deuxième point très saillant et qu'on entendait partout, tout le temps, et ça a été spoilé tout à l'heure, c'est le back to basics. Alors, il y a un emblématique patron, celui de Lowe's, qui évoquait, donc c'est l'enseigne leader dans le matériel de construction de jardinage. C'est une sorte de Leroy Merlin avec le jardinage en plus, Leroy Merlin plus Truffaut. Ils sont nés en 1946, ils ont 1500 magasins, dans 49 États, ils font 48 milliards de dollars, donc c'est une énorme boîte. Et il rappelait les 3 piliers fondamentaux du retail. Donc voilà, les basiques, c'est effectivement la sélection produit, l'offre, la supply et l'efficacité opérationnelle. On revient vraiment aux fondamentaux. Un autre patron, et lui cette fois le patron du leader mondial du retail, c'est John Furner, qui rappelait l'importance de l'expérience client. Et c'est le client qui décide. Et effectivement, en matière de fidélité, il disait voilà, la fidélité tient juste à l'absence de quelque chose de mieux. Dès que vos clients voient quelque chose de mieux, c'est parti, c'est fini pour vous. Et donc cette citation, il l'avait reprise au patron de Saks, qu'il avait évoqué il y a 2-3 ans. Et c'est intéressant de voir qu'effectivement, il y a toujours cette concurrence, cette compétition pour avoir la meilleure expérience client et avoir cette réponse aux attentes qui sont de plus en plus exigeantes, notamment en omnicanal, notamment en e-commerce, parce que Walmart, son grand concurrent, l'ennemi numéro 1, c'est quand même Amazon, qui n'est rarement nommé sur ses conférences, mais qui est là dans les esprits. Enfin, le CEO de Macy's, Jeff Gennett, voyait un aspect positif dans le Covid, en disant voilà, une des choses positives, c'est qu'on a été obligé de contrôler nos inventaires, nos stocks, donc effectivement ça les a fait progresser. Mais il fait aussi du retail non plus juste un art, une science. Il retient aussi le fait que, notamment grâce à la data, ça permet d'anticiper la demande, de savoir où allouer les quantités sur quels canaux, ou encore quel prix fixer. Et pas juste au niveau global, mais presque au niveau de chaque client.
Et d'ailleurs, certains commentateurs, un des speakers a évoqué le Graal du marketing of one, c'est-à-dire arriver à adapter son marketing à l'échelle d'un... Bon, ça c'est une vieille... c'est quelque chose qu'on entend depuis longtemps, hein, le one-to-one marketing, mais ça devient une réalité, la data devient de plus en plus précise et surtout gérable, puisque les IA permettent de gérer des masses considérables. On y reviendra. Tendance numéro 3, et que je trouve la plus intéressante, c'est cette notion de retail as a platform et de passer des produits aux expériences. Alors, qui connaît Petco dans la salle? Petco, ouais, quelques-uns. Enfin, c'est quand même une entreprise atypique. Je vais vous passer leur spot de pub, il est amusant. Where antioxidants and omega-3s abound. Look at this awesome haircut. I mean, look at this spherical haircut. My head is so perfectly, wonderfully, magically round. The vaccination was so easy. Now germs can never defeat me. And now I'm ready to go out on the town. Petco, The Pet Company. C'est le one-stop shop de la santé de vos animaux. Alors on a effectivement un exposé remarquable. Leur positionnement, c'est à la fois d'être la pet company, mais aussi de couvrir tous les besoins des animaux et de leurs parents. On parle de pet parents. Donc vous êtes des parents d'animaux. Ils ont 25 millions de clients, donc de pet parents. Ils la présentent, cette entreprise, comme la Pet Platform Company. Et la pandémie leur a été extrêmement bénéfique. 11 millions d'adoptions d'animaux, beaucoup moins d'abandons d'animaux. Il nous faisait un tableau. Il est venu d'ailleurs sur scène, vous voyez, avec son chien, qui s'est moins bien comporté que lui. Et la pandémie, donc très bénéfique pour cette entreprise, qui a compris qu'il fallait effectivement adresser tous les besoins de l'animal, comme on adresse tous les besoins de l'enfant ou du bricolage chez Lowe's, etc., etc. Donc, cette notion de plateformisation, c'est dire, je ne suis pas juste un fournisseur de produits, j'accompagne la vie et le cycle de vie complet de mes clients. Quelques chiffres, vous les voyez à l'écran, hein, une croissance insolente de 11% en 2020 et encore plus insolente en 2021 avec de 18%. Ouverture de 10 Neighborhood Farm and Pet Supply, alors ça c'est nouveau. Il annonce 10 ouvertures de ce type de magasin, vous voyez un exemple ici. C'est quoi? C'est dans les zones rurales. Et là, il dit qu'il y a un marché adressable de 7 milliards qui n'est pas adressé aujourd'hui. 7 milliards de dollars potentiels pour aller chercher les gens qui sont en zone rurale. Et il y a de plus en plus de gens qui fuient les villes, hein, comme chez nous, et qui vont à la campagne et qui ont non seulement un chien, un chat, mais aussi un cheval et parfois des animaux plus exotiques que ça. Et donc, adresser ce besoin-là, ça veut dire avoir ce type de magasin où on vend des poussins, où on soigne les chevaux, etc. etc. Donc vraiment le service complet pour tous les animaux. Très américain aussi. Donc ancré, là c'est dans des zones vraiment rurales. La mission donc annoncée par Petco, je vous le disais, Pet Platform Company et Data Driven. Cette notion de data-driven, elle est importante, mais il rappelle aussi l'importance fondamentale d'avoir un magasin. Donc, effectivement, on adresse tous les besoins. On adresse le besoin de la santé mentale de son animal, la santé physique, santé mentale. Hein, il y a aussi des psys pour animaux. La santé sociale, on les fait se rencontrer entre eux. On fait des petites promenades entre animaux. Tout ce qui est la santé à la maison, évidemment, et avec l'alimentation, et une santé accessible, puisqu'ils ont recruté 240 vétérinaires pour fournir un service complet. Donc toute la santé, mais l'importance du magasin, qui est un lieu physique qui dépasse largement la vocation transactionnelle. Hein. Il rappelait des chiffres. 39% des clients sont omnicanaux, 29% brick and mortar uniquement. Donc cette notion de BOPIS, Buy Online, Purchase in Store, qui fait aussi que les Pet Care Centers sont à l'origine de 75% des commandes e-commerce. Donc les gens vont dans des Pet Care Centers et là ils vont commander sur la marketplace. Donc il y a un assortiment réduit, comme on le voit beaucoup, et on peut commander les produits. Donc énormément de commandes qui sont passées depuis les magasins avec des conseillers, avec des vétos. Et le fait d'avoir la data complète sur les animaux, c'est cette notion de one-stop shop et de plateforme, c'est que le vétérinaire qui a vu l'animal peut conseiller un aliment,
La personne qui va en rayon va recevoir le client, va avoir la data sur l'animal et va dire « Ah tiens, bah, vous êtes venu il y a 6 mois, vous n'avez pas acheté ceci, cela, il faudrait ça pour votre animal. » Donc, conseil autour de la santé. C'est le bien-être de l'animal qui compte. Évidemment, le maître suit ses recommandations. L'ambition, c'est effectivement d'avoir une share of wallet la plus importante côté client, donc d'aller récupérer tout ce qui était initialement pris par un veto, pris par un, etc., tous les services, mais aussi via des partenariats, d'aller chercher d'autres business. Donc, on parlait des assurances. Là, effectivement, 40% des animaux aux États-Unis ou 45% sont assurés, contre 20% en Europe. Nous, on est très, très mauvais là-dessus, mais effectivement, les coûts, si votre chien ou chat a un cancer, ça coûte, il disait, ça coûte 20 000 $. Et c'est pas tout le monde qui a les moyens de se payer ça. Ils font des partenariats intéressants avec Marriott, la chaîne d'hôtels, pour avoir des services en hôtellerie pour aller avec votre chien à l'hôtel, etc. Donc des corners spéciaux de chez Petco. Ils vont avoir des shop-in-shop chez Lowe's, c'est déjà le cas, et ils vont en ouvrir là cette année avec Walmart. Et concernant l'inflation, le discours était intéressant aussi, puisqu'il disait, nous, on ne fait pas de promo, on ne fait pas de Black Friday. Par contre, on va récompenser la fidélité. Et donc, ils ont un service d'abonnement. On peut s'abonner à la nourriture des animaux. On a des services qui vont avec. Et puis, des promos qui sont acheter 10 sacs de croquettes et vous en aurez un offert. Donc, voilà, on récompense uniquement la fidélité. Et le KPI clé, c'est Incremental Share of Wallet. Comment est-ce que je vais chercher un peu plus du budget animal chez mon client? Alors, ce share of wallet, il va bien avec une autre notion qui est le share of life, puisque ça, c'est un petit peu la tendance aussi. Et là, il y avait une conférencière de chez Kantar qui expliquait que finalement, on va aller de plus en plus des produits aux expériences. Le retail va passer du transactionnel, et c'était déjà le cas, hein, il y avait une tendance de fond, hein, mais le Covid a un petit peu bloqué tout ça, en s'intégrant dans le style de vie, dans les habitudes, dans les passions des clients. Et donc, on a un retail actuel avec sa chaîne de valeur, en tout cas son échelle, une vision du futur, donc les niveaux de sophistication que vous voyez de la proposition de valeur aujourd'hui et demain. Demain, il faudra casser les codes disruptifs, il faudra plus d'interactions sans contact, il faudra plus d'expérience personnalité, et le Graal, ce sera un retail qui couvre l'ensemble du style de vie des clients, ou des communautés d'ailleurs, parce qu'on parle beaucoup de communities et comment adresser ces communities. L'omnicanalité n'est pas émotionnelle, c'est vraiment technique, c'est serviciel. S'adresser aux passions des gens le devient. Donc on rentre dans un retail émotionnel. Et donc, quelques illustrations pour ça. Des illustrations que vous connaissez peut-être déjà, parce qu'on n'a pas trouvé de concept vraiment très innovant ou très nouveau par rapport à ça. Le premier, c'est Camp. Vous connaissez Camp. Alors ça, c'est très américain, ça n'existe pas encore en Europe. Qui connaît Camp? Ouais, quand même. Donc vous êtes déjà vu. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même assez époustouflant comme concept. Vous entrez dans un magasin qui ressemble à un magasin de jouets à peu près standard, 50, 60, 70 mètres carrés. Et puis tout d'un coup, il y a un mur qui s'ouvre, il y a un personnage, là, un vendeur qui a un petit appareil qui accueille les gens, qui ouvre le mur. Et là, on rentre dans un univers un peu magique où il y a des centaines de mètres carrés d'activités, de présentation de produits. Et les enfants rentrent dans une espèce de mini fun park avec des activités qui sont organisées, des anniversaires qui peuvent être organisés aussi, etc. etc. Donc c'est un petit peu le côté secret. Mais la meilleure illustration, c'est de vous le passer en vidéo. Donc j'ai une petite vidéo qui va vous expliquer, qu'on avait faite, qui va vous raconter un petit peu comment ça se passe. Donc je suis dans le magasin et puis tout d'un coup, la porte s'ouvre. Alors voilà, on vous encourage à rentrer. Et là déjà, les écrans, et on passe sous une espèce de nuage de vapeur et on arrive à l'accueil. C'est l'accueil où vous pouvez vous abonner d'ailleurs à Camp. Ça fonctionne sur abonnement, sur membership. Et il y a énormément de services, notamment pour les mamans qui viennent ou les papas qui viennent avec une poussette et qui ont envie de la faire garder sur le côté.
Les rayons de jouets sont pleins. Et là, effectivement, il n'y a pas que du jouet, il y a pas mal d'activités. Et au centre, il y a cette espèce de piste de roller où les enfants peuvent faire des tours. Il y a aussi un espace de jeu en dessous. Enfin, voilà, c'est un mini fun park. Et les enfants viennent avec les parents, c'est une occasion de se poser. Et puis, ils organisent aussi à horaires réguliers des activités de dessin, des activités ludo-éducatives. Donc, vous pouvez vous inscrire, vous êtes abonné et vous allez participer. Et vous pouvez même privatiser le lieu pour organiser un anniversaire. Donc, on devient vraiment sur un retail complètement immersif, expérientiel. On n'est plus dans le... C'est un petit peu... Voilà, prochaine activité, 4h30, etc. Et puis là, vous avez des petites salles de classe avec du ludo éducatif. Les vendeurs sont dans l'esprit à l'américaine à faire l'animation. Donc là, il y en a deux qui montrent comment se battre avec une épée, et etc., etc. Donc c'est très, voilà, c'est très ludique. Un autre exemple, toujours dans l'univers du jouet, c'est American Doll. Là aussi, on ne connaît pas encore. C'est une marque c'est un retailer qui appartient à la société Mattel et qui a imaginé ce temple à la gloire de la poupée Avatar. Donc la petite fille crée sa poupée sur mesure. Ça coûte quand même 500 $. Donc il faut les sortir. C'est une poupée pas donnée. Et ensuite, il y a toute une série d'expériences. Et là aussi, rien de mieux qu'une vidéo pour vous illustrer comment ça se passe. Donc, create your own, c'est comment vous allez arriver à créer la poupée au départ. Et souvent, les petites filles créent une poupée à leur image. C'est ce qui est un peu flippant, je dirais. C'est que c'est le petit avatar. Je prends la poupée qui me ressemble. Et ça va être mon deuxième petit moi, qui va faire plein de choses avec moi, qui va s'habiller comme moi, parce qu'il y a des vêtements pour petites filles et pour poupées, mais aussi qui va se coiffer comme moi. Et ce magasin contient un salon de coiffure pour les petites filles, mais aussi et surtout pour les poupées. Donc voilà, j'ai ma coiffure et je veux que ma poupée soit coiffée comme moi. Et donc c'est toujours plein. Les New-Yorkais en sont friands. C'est pas que New York, d'ailleurs il y en a un peu dans toutes les grandes villes. Et c'est vrai que c'est ce concept un petit peu narcissique qui est un petit peu gênant, je dirais. On n'est pas forcément habitué. Cela dit, il y a aussi des bons côtés, puisque c'est une société qui affiche clairement des valeurs très inclusives. Vous pouvez avoir une poupée à votre image, même si vous êtes une petite fille handicapée, même si vous êtes une petite fille... voilà, s'il y a un problème, il est adressé, puisque la poupée, de toute façon, peut exister, on peut la faire sur mesure. Au tel point qu'il y a même un doll hospital, que vous voyez ici, un hôpital pour les poupées. Et quand la poupée a un problème, on va la faire soigner, on va l'apporter au magasin. Alors les petites filles mettent une petite encoche pour être sûr qu'on leur rend bien leur poupée, qu'on leur a pas fait une neuve. Ça aussi, ils racontaient cette anecdote. Mais voilà. Et donc, deux concepts complètement immersifs, complètement expérientiels. On y va. En fait, voilà, l'expérience justifie de se déplacer en magasin. Dernière tendance observée, la tendance Retail for Good. Alors, CSR, je mets, n'est pas égal à RSE. N'est pas égal parce que CSR, c'est Corporate Social Responsibility. Nous, on est responsabilité sociale et environnementale. Nous, il y a environnement dedans. Et les Américains, l'environnement, c'est pas vraiment leur problème. En tout cas, c'est ce qu'on ressent fortement. Alors, vous voyez que le code couleur de la NRF était quand même le vert. Ils sont en plein greenwashing. Nous, on a suivi ce code. On essaie d'être un peu moins... Mais en tout cas, les axes sont encore loin des paroles sur la partie éco-responsabilité. Alors, par contre, il y a une surenchère autour de la diversité et de l'inclusion qui est à la fois légitime dans un pays où les formes de ségrégation existent encore, sans dire vraiment leur nom. Hein. Black Lives Matter a déclenché quelque chose d'assez fort il y a quelques années. Mais souvent, on voit aussi que c'est quand même, il y a une forme de fanatisme avec une forme d'extrémisme aussi, qui s'appelle le wokisme, qui est assez prégnant et qu'on ressent aussi à la NRF. Alors après, il y a des études qui montrent aussi que plusieurs générations, les Américains dans leur ensemble vont prioriser des enseignes qui prennent soin de leur santé à eux ou de leurs animaux. Avec un score homogène de ce côté-là. Les jeunes sont plus nombreux à considérer que leur choix
Retail, ils vont choisir le retail en fonction de choses sociétales. Et puis l'environnemental arrive derrière, mais c'est encore une fois les plus jeunes qui sont plus sensibles. Et les plus âgés sont sous-représentés sur ces questions sociétales et environnementales. Une autre étude d'Euromonitor présente un tableau décevant, lui aussi. Seulement 45% des professionnels du retail qui déclarent qu'investir dans les initiatives éco-responsables et durables sont une priorité stratégique pour leur entreprise dans les 5 prochaines années. Donc, que font les 55% d'autres ? Et si on demande au public ce qu'il fait pour être plus éco-responsable, la réduction du gâchis arrive en premier. Donc je vais arrêter de gâcher la nourriture, ce qui est quand même énorme aux États-Unis, et à la NRF en particulier aussi. C'était monstrueux. Enfin, vous me direz ce que vous en avez pensé, ceux qui y étaient. Et réduction des dépenses en énergie, en eau. Donc encore une fois, c'est d'abord moi, c'est moi d'abord. Hein, c'est pas forcément. Donc je réduis mes dépenses. Donc ça, c'est effectivement réponse aussi à l'inflation. La pratique de la location arrive loin derrière. Bref, ce qui est bon pour mon porte-monnaie, je le fais. Sinon, je le fais pas. D'où le conseil aux retailers, c'est d'identifier les modèles à la fois éco-responsables et économiquement viables pour les clients. C'est un sujet qu'on verra le 28 mars sur Retail for Good, l'événement qu'on va dédier à ce sujet, de comment être à la fois éco-responsable et économiquement viable. Et donc, avant de passer la parole à Raphaël sur les tendances RH et organisation, on peut conclure que le thème du vert, la NRF avait un parfum de greenwashing quand même. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, Adrien. Tu voulais aussi évoquer ce sujet de la tech. Parce que finalement, tous les sujets qu'on couvre, il y a beaucoup de liens. Et c'est vrai que tu parles de greenwashing, ou en tout cas de l'impact que ça a, le sustainability. Moi, j'ai passé 3 jours à aller voir les stands et à discuter. Et il y a une chose qui m'a marqué, il y a 175 conférences sur ces 3 jours. Il y avait des conférences tout le temps. À votre avis, combien étaient sur l'environnement ? Combien touchaient à l'environnement sur les 175 ? 20, il y en a une 9. Ça fait moins de 5%. Et c'est ça le grand paradoxe. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Michel, mais d'un côté, il n'y en a que 9, donc moins de 5%. Et d'un autre côté, toutes les confs où on allait, ils se targuaient de sustainability, pas de Bien RSE en l'occurrence. Mais c'est une figure imposée. Mais ça reste du greenwashing parce que les actes, on ne les voit pas. Je suis complètement d'accord. En fait, tu vas à la conférence, tu entends ce message, tu vas dehors, tu vas voir les stands et il n'y a rien du tout. Et j'ai mis quelques exemples qu'on avait, mais il n'y en avait pas beaucoup. On a d'un côté des très gros comme SAP. Alors, j'ai rien contre SAP, mais finalement, il n'y avait pas que SAP, mais les très très gros éditeurs qui vont placarder des messages, mais il n'y a rien d'autre que le message. D'autres choses un peu plus classiques, qu'on voit des solutions circulaires. Ça, c'est un peu plus comme on voit en France, des startups qui font ça. Et puis, il y a Wasteless, je voulais le mettre ici parce qu'ils ont quelque chose d'intéressant, mais ils sont moins sur l'impact de la planète et plus sous l'angle business. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller voir les supermarchés, ils vont te dire, en fonction de la date de péremption, on va optimiser ton prix et on va le diminuer quand la date approche. Donc, du coup, ça trouve sa place dans un salon comme celui-ci, parce qu'ils vont vraiment sous l'angle business. Je crois que les quelques startups Green Tech qu'il y avait sur le pavillon France ont eu un bon succès, parce qu'ils étaient relativement rares. Mais il n'y avait même pas sur les plusieurs étages qu'il y avait, il n'y avait pas un coin green, c'était un petit peu disséminé. Et finalement, tu as raison, sur le coin français, pour le coup, on était plutôt bon, parce qu'il y avait peut-être 20-30 startups. Il y avait 40 startups en tout, et il devait y en avoir 5 sur le sujet du green. Donc ça, c'était ça faisait grincer les dents. Et je voulais terminer par une autre chose qui nous avait marqué tous les deux, c'est l'opposition de les consommateurs opposent, alors ça c'est le retailer qui explique ça, et nous on n'était pas tout à fait d'accord, ils opposent la fin du mois avec la fin du monde. Tu te souviens quand on avait entendu ça ? C'est une expression qui est assez souvent répandue, surtout par les temps qui courent, d'inflation. Et donc voilà, c'est ce choix, ça revient à ce que je disais, effectivement. Si tu veux faire passer le message du green et de la planète, il faut qu'il y ait un message d'économie et de bienfaits pour la personne avant tout. Et la dernière chose, on en avait parlé en off quand on débriefait, on était super fiers, enfin nous français, parce que on stage, donc pendant les présentations, on a eu des personnes qui nous expliquaient l'Europe est plus avancée que nous, les États-Unis. C'est incroyable qu'ils le reconnaissent. Oui, ils le reconnaissent, c'est ça. Bon. Raphaël, viens nous parler de l'humain dans tout ça. Merci beaucoup.
Merci Michel. Rebonjour à tous. Effectivement, l'humain dans tout ça, ça a une bonne liaison parce que effectivement, quand on dit que les Américains s'occupent beaucoup de responsabilités sociétales et environnement, on l'a dit, pas beaucoup d'environnement, mais beaucoup de diversité, d'inclusion, quand même beaucoup d'humains. Et la première chose à retenir, c'est là pour changer les slides. Voilà, parfait, merci. Sur les sujets people qu'on a entendus au NRF, on en entend tous les ans évidemment. On n'en a jamais autant parlé. Les patrons d'enseigne dans les keynotes n'ont jamais parlé autant d'humains, aussitôt avec autant d'intensité dans leur keynote. C'est plutôt rassurant. Alors, on commence en enfonçant une porte ouverte. Le patron de Walmart USA qui dit « Retail is a people-driven business », donc sans hommes et femmes, on ne fait pas de retail. Ça paraît évident, mais je vous assure que le dire en premier, avant de parler de tech, dans la keynote d'introduction au NRF, c'est nouveau. Jusqu'à présent, on ne parlait que tech, tech, tech. Et puis, ah oui, parfois derrière les tablettes, il y a aussi des vendeurs. Voilà, c'est assez nouveau. L'idée, effectivement, moi, c'est de vous montrer ce dont on parle plus, comment, ça fait 8 ans que je vais au NRF, comment les discours évoluent année après année, merci, pardon. Et donc, qu'est-ce qui est vraiment dans la tête des retailers et qu'est-ce qui est haut dans leur stratégie de transformation? Du coup, on parle d'humain, mais quand on parle d'humain, effectivement, on parle beaucoup de réenchanter l'expérience collaborateur. Et quand on parle de réenchanter l'expérience collaborateur, en entonnoir, on parle surtout des frontline employees. Frontline employees, c'est essentiellement les vendeurs en magasin. Pourquoi on parle d'eux spécifiquement? Parce que, comme en France, et même encore plus qu'en France, il y a des véritables enjeux de recrutement et de trouver les bons vendeurs et de remplir les magasins de vendeurs avant même de les remplir de clients. Avec une statistique, c'était Ira Kalish. Tout à l'heure, Michel a parlé d'Ira Kalish, l'analyse de Deloitte. Sans du tout faire de politique, il regarde froidement, il dit « La politique de Trump a fait que 4 millions d'immigrés en moins sont rentrés aux États-Unis. Et il nous manque à peu près 4 millions de personnes dans les points de vente. » Donc vraiment, il faisait le comparatif en disant il nous manque des vendeurs parce qu'on n'a pas assez d'immigrés. Donc il faut réussir à faire venir des vendeurs en magasin. Voilà. Un enjeu d'expérience collaborateur, effectivement. Un enjeu clé, prendre soin des collaborateurs. C'est vraiment ce qui émerge par les patrons d'enseigne. Prendre soin de l'expérience collaborateur. C'est quelque chose de pas spécifiquement nouveau, évidemment. Ce qui est intéressant, c'est que Forrester a fait une étude. Alors, je ne vais pas vous montrer tous les chiffres, ils sont un peu rébarbatifs, mais ils prouvent scientifiquement que si vous voulez améliorer la performance du point de vente, si vous voulez améliorer la rétention des vendeurs, si vous voulez améliorer la motivation des équipes et si vous voulez, au final, diminuer les coûts de la workforce, notamment les coûts du recrutement, il y a un pivot, une action pivot qui est travailler l'expérience collaborateur. C'est dans tous les chantiers qu'il faut faire pour le point de vente, aussi bien cités par les patrons d'enseigne que les directeurs de magasins, que les collaborateurs, les vendeurs eux-mêmes, tout le monde converge vers la mesure la plus importante, c'est l'expérience collaborateur. Un grand absent, malgré tout, c'est l'empowerment. C'est marrant, il y a quelques années, on nous bassinait sur l'empowerment, donc la responsabilisation, notamment du vendeur, notamment du directeur de magasin. C'est marrant, on se faisait la remarque avec Michel et Adrien et Émilie, on n'a quasiment pas entendu ce mot-là cette année. Et je trouve ça assez dommage. Il y a un vrai sujet aujourd'hui, et particulièrement en France, de replacer le directeur de magasin ou le responsable de magasin comme un véritable patron. C'est un vrai sujet de performance. Il y a beaucoup d'enseignes aujourd'hui en France, dans l'ameublement, dans le bricolage, dans le sport, dans le prêt-à-porter, qui travaillent sur ces sujets-là. Et tout à l'heure, on disait back to basic, passer de la vision à l'exécution, j'en parle aussi un peu plus tard. Replacer le directeur de magasin comme un véritable patron, c'est un facteur de motivation pour les équipes, c'est un facteur de déploiement plus efficace de la stratégie. Donc on n'en a pas parlé à New York, c'est pas pour autant que je pense qu'il faut éluder le sujet, loin de là. En revanche, il y a eu un énorme sujet sur la formation. On n'a jamais parlé autant de formation et les CEO déclarent ne jamais avoir investi autant dans la formation. Alors ce qui est dommage, c'est que c'est impossible d'avoir des chiffres. Il y a quelques années, on arrivait à interroger et challenger les patrons d'enseigne, on pouvait leur poser des questions. Notamment le CEO de Target, il y a 5-6 ans, avait dit qu'ils investissaient autant dans la formation des hommes et des femmes dans le réseau que dans le digital
et qu'ils voyaient plus de ROI dans les investissements formation que dans les investissements digitaux. C'était ultra intéressant. Aujourd'hui, on n'a pas de chiffres, mais clairement, vu la force à laquelle le sujet revient, on investit massivement dans les vendeurs, c'est pas anodin. Avec 2 exemples, Kroger's, l'enseigne alimentaire américaine, qui dit plus on a eu de turnover, plus on investissait dans la formation d'onboarding. Et en fait, on a doublé le temps d'onboarding des collaborateurs, de la formation d'onboarding, qui est passé d'1 semaine à 2 semaines. Et on a vu le taux de rétention augmenter, on avait moins de départs. Donc intéressant, effectivement, plein de turnover. On pourrait se dire mécaniquement, protectionniste, j'arrête d'investir dans la formation. De toute façon, ils vont se barrer au bout de quelques semaines. Eh bien non, ils ont fait l'extrême inverse et ça a payé. Plus proche de nous, Decathlon dit l'onboarding, la formation pré-onboarding avant même que les collaborateurs arrivent, ce qu'on leur renvoie en contenu dans la mesure de ce qu'on peut faire socialement parlant, ce que les syndicats nous autorisent à faire et la formation onboarding doit être une expérience en tant que telle, ça doit être marquant dans la vie des collaborateurs chez Decathlon. Donc beaucoup de choses sur la formation. Et puis évidemment, le deuxième gros sujet pour améliorer l'expérience collaborateur, évidemment, c'est retirer les irritants. Retirer les irritants, c'est à la fois un enjeu de rétention des collaborateurs, évidemment, mais c'est aussi un enjeu business. Plus on retire des irritants, moins les vendeurs passent de temps à faire des tâches administratives et rébarbatives, plus ils peuvent passer de temps auprès des clients. C'est Pilot, le CEO de Pilot, c'est des aires d'autoroute aux États-Unis qui a pris cet exemple. Il dit quand je suis arrivé dans l'entreprise, il y avait 113 reportings différents qui remontaient du magasin ou qui descendaient vers les magasins. C'est totalement aberrant, mais la situation était là. Il y avait 113 reportings différents. Donc le temps de traiter, cruncher, faire cette data, exploiter tout ça était totalement délirant. Donc l'enjeu derrière, et c'est là où il y a un enjeu tech derrière, évidemment, c'est comment on automatise des tâches. J'ai pas envie de dire des tâches à faible valeur ajoutée, parce que par exemple, quand on automatise l'inventaire avec la RFID, c'est pas à faible valeur ajoutée l'inventaire, mais effectivement, c'est très chronophage. Donc automatiser des tâches avec la technologie, c'est important. Et puis évidemment, un vrai sujet d'exploitation intelligente de la data. Alors avec des algorithmes, est-ce qu'on parle d'intelligence artificielle, en tout cas des bons algorithmes, pour pouvoir savoir automatiser les reportings, pour savoir automatiser les plannings, etc. Moi j'aime bien là encore citer 2 exemples. Ce pas des exemples de cette année, mais il y a 2 ans, la VP expérience client et collaborateur d'IKEA avait dit nous, tous nos projets d'innovation magasin, ou en tout cas la plupart de nos projets d'innovation dans le magasin, sont faits pour faire gagner du temps aux vendeurs, avec pour objectif qu'un vendeur doit passer 95% de son temps à parler aux clients et à ne pas faire des tâches administratives, 95% de son temps. Et puis plus proche de nous, alors désolé, je cite une deuxième fois Decathlon. Decathlon DX, vous savez, ils ont un magasin pilote, ils avaient un magasin pilote au siège. Il y a plein d'innovations qui présentent. Il y a des innovations notamment de paiement, d'encaissement, de relations clients. Mais la plupart des innovations sont faites pour faire gagner du temps aux vendeurs et pour supprimer les irritants. Donc vraiment, le bon cocktail pour l'expérience client, c'est terminal vendeur, automatisation de certaines tâches, data et IA qui fait parler tout ça. C'est bien, mais pour vraiment compléter l'expérience collaborateur et l'expérience vendeur, tout ça doit être soutenu par une véritable culture d'entreprise. Tout à l'heure, Michel parlait de Marvin Ellison, le CEO de Lowe's, le patron de Lowe's. Très intéressant ce qu'il dit, et c'est pas du storytelling. Alors les Américains sont les rois pour les belles phrases bien ciselées, mais c'est pas du storytelling. Ça fait des années qu'il est cité en exemple de leader très inspirant. Et quand il dit il n'y a que 2 métiers chez Lowe's, celui qui consiste à servir les clients, sous-entendu les vendeurs, et le digital e-commerce quand même, ne les oublions pas, et celui qui consiste à servir ceux qui servent les clients, c'est une vraie philosophie d'entreprise qu'il a impulsée dans toute l'organisation. Et le Marvin Ellison qui est là, je ne sais pas si ça marche, ah oui, non, ça marche. Je vais essayer d'éviter de faire des choses funky, non, ça ne marche pas, ok. Donc qui est là, effectivement, on le voit plus souvent avec un gilet rouge en point de vente qu'en costume cravate sur une scène, et c'est ça qui est assez intéressant. Alors, il faut évidemment, en termes d'enjeux humains aussi, on va revenir au business. Les humains, c'est bien, l'expérience collaborateur, c'est bien, mais qu'est-ce que ça apporte au business? Et il y a un vrai sujet, donc
Michel vous parlait tout à l'heure de back to basic. Tous les patrons du retail disaient back to basics, et la phrase suivante, c'était l'excellence et la rapidité d'exécution. On est dans un contexte où il faut être excellent et rapide dans l'exécution. Ça veut dire quoi? Réussir à le faire. Alors, au-delà de ces beaux discours, c'est très simple à dire, mais comment ça marche de passer dans l'excellence et la rapidité d'exécution? Il y a plusieurs choses. Un, il faut recentrer, aligner et recentrer tous les collaborateurs sur les bonnes priorités d'action. Il faut être capable d'impliquer l'ensemble de la ligne hiérarchique, c'est-à-dire s'assurer que chacun dans l'entreprise sache parfaitement quelle est la pièce du puzzle, aussi petite ou grande soit-elle, quelle est la pièce de puzzle qu'ils apportent à la stratégie de l'entreprise. Il faut générer un engagement collectif autour de ces priorités. Donc c'est absolument nécessaire de mettre en place des méthodes pour structurer ça. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'adore la méthode des OKR, des Objectives and Key Results. Au-delà de cette méthode, il y a un véritable enjeu, c'est comment cette rapidité d'exécution, comment elle passe par des outils et des méthodes managériales qui infusent dans toute l'organisation. Il faut aussi des leaders inspirants. On parlait de Marvin Ellison tout à l'heure. La NRF, c'est aussi l'occasion d'écouter des leaders très inspirants. Et ce qui est intéressant, c'est qu'année après année, ça se vérifie. Les CEO qui font des keynotes les plus inspirantes en termes de leadership et de management sont souvent aussi les CEO des enseignes qui se transforment le mieux. Je pourrais vous citer John Furner, on l'a vu tout à l'heure, le patron de Walmart, Brian Cornell de Target, Marvin Ellison de Lowe's, encore lui. C'est ceux qui ont année après année les discours les plus inspirants et comme par hasard, c'est des enseignes qui se transforment bien. Je vais commencer par un petit nouveau, Jason Bushell, cette année, qui est le CEO de de Whole Foods, qui appartient à Amazon, et qui décrit avec ses mots ce que doit être le CEO de demain dans le retail. Il doit être humble. Alors c'est plutôt marrant quand on sait que Whole Foods appartient à Amazon et qu'il a été nourri à Jeff Bezos. Parler d'humilité, je trouve ça assez intéressant. Être capable d'avoir ce recul-là. Curieux, agile, à l'écoute des nouvelles attentes des consommateurs. Donc vraiment, ce côté growth mindset, à l'écoute du marché qui est de plus en plus illisible et doté d'une véritable appétence pour la tech. Oui, il faut qu'on ait des tech guys à la tête des boîtes dans le retail. Adrien en dira sûrement plus tout à l'heure. Mais vraiment, ce growth mindset, cette capacité à sortir du cadre, à apprendre, c'est important parce que des jeunes générations, les fameuses générations Z et Alpha, et il y avait beaucoup de choses dans les discours au NRF disant qu'on n'arrive pas à les comprendre. On a beau mettre tous les algorithmes prédictifs qui existent, on n'arrive pas à les comprendre de manière très claire. James Cash, qui est un ancien basketteur professionnel et qui est aujourd'hui au board de Walmart et de pas mal d'entreprises de retail, qui dit quelque chose qui paraît là encore évident. Ne laissez pas les turbulences actuelles vous déstabiliser dans votre vision à long terme. Mais pourquoi c'est intéressant de le dire? Parce que je vous assure, pour voir beaucoup de codires de COMEX dans le retail, mais dans d'autres entreprises, qu'il y a des dirigeants qui n'arrivent plus à prendre du recul et se rattacher à la stratégie long terme. On a vécu des choses tellement erratiques ces dernières années que réussir à reprendre du recul, on n'y arrive pas. Donc il y a un vrai sujet et remettre l'accent là-dessus et faire attention à ça, ça devient un vrai sujet. Qu'est-ce qu'on a d'autre avant de parler de ça? On a aussi Ron Coughlin, le patron de Petco, dont Michel parlait tout à l'heure, qui a insisté sur le pouvoir de la mission en disant je suspectais pas à quel point avoir une mission forte ça impacte le business et ça drive de la performance. Il a dit c'est ce qui nous a permis de supprimer nos 2 SKU, nos 2 références qui vendaient le plus parce qu'elles n'étaient pas saines pour les animaux, donc elles n'étaient plus dans notre positionnement. C'était 100 millions de dollars qu'on faisait sur ces 2 références. On a réussi à le faire grâce à cette mission. Ça a drivé l'engagement de toute l'entreprise, ça a drivé la transformation de l'entreprise, donc ne sous-estimez pas la mission. Voilà, la raison d'être qui donne du courage à l'organisation. Enfin, et je vais finir avec ça, redéfinir les rôles managériaux et les incarner au quotidien. C'est Mecca Mitchell, la Chief Diversity Officer de Burlington, les chaussettes, qui disait « N'oubliez pas qu'on forme aujourd'hui les managers qui manageront nos enfants demain. » Donc, vrai engagement à ne pas faire n'importe quoi avec eux. Et nous, on constate un besoin impérieux de redéfinir les rôles managériaux. Alors, ce que je vous mets à l'écran,
c'est la synthèse de tous les rôles managériaux qu'on voit chez nos clients. Mais justement, tout l'intérêt, c'est pas de faire un copier-coller de cela, mais c'est bien de voir comment, dans l'époque actuelle, on est capable de repenser les rôles managériaux tout en les teintant de l'ADN de l'entreprise. Je vous rassure, 80% des rôles managériaux, qu'on soit chez Orange, qu'on soit chez Leroy Merlin, qu'on soit chez KPMG, un manager, 80% des rôles est le même, et heureusement. Mais quand on écrit piloter une performance, quand on dit piloter la performance ou piloter une performance durable, c'est pas la même chose. Et quand on dit piloter l'activité avec courage, c'est pas la même chose non plus. Donc, la manière dont on dit et on définit les rôles managériaux et les actes clés observables viennent vraiment accélérer, rendre efficace la transformation de l'entreprise. Donc vraiment, enfin, ce qu'on constate dans l'époque actuelle, c'est qu'il y a un vrai besoin. Il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de retailers qui sont en train de redéfinir leurs rôles managériaux dans cette nouvelle époque. Et encore une fois, c'est un driver efficace de performance, donc c'est un must-have. Et puis enfin, un mot qui n'a pas été énormément prononcé à New York, c'est le terme de soft skills. Vous savez, c'est les compétences comportementales et relationnelles. Ça n'a pas été beaucoup cité en tant que terme, et pourtant le thème est ultra important. Dans une époque troublée, on n'a jamais eu besoin, pareil, pour réussir les chantiers de transformation, avoir les bonnes compétences relationnelles et comportementales, c'est éminemment important. Je vous ai mis là, on ne va pas toutes les détailler, mais je vous ai mis ce qu'on estime, ce que j'estime, à travers le discours des patrons d'enseigne et à travers ce qu'on voit nécessaire dans les entreprises qu'on accompagne, les 8 soft skills incontournables, dont la communication interpersonnelle. La communication interpersonnelle fait écho au monde ultra stressé dans lequel on est. Ça permet pour les vendeurs de gérer les clients de plus en plus agressifs. Ça, c'est un vrai sujet dans le retail, mais évidemment de faire avancer les projets. La collaboration, l'intelligence émotionnelle. Derrière ce chapeau, on va mettre de l'intelligence situationnelle et culturelle dans des entreprises qui, avec des profils de plus en plus divers. Penser à l'intelligence culturelle, c'est un véritable sujet, il ne faut pas la sous-estimer. L'écoute active, faire vivre l'esprit critique dans ces temps mouvementés où il faut avoir l'esprit ouvert, l'esprit critique, la prise de hauteur, voilà, tout le monde doit être équipé de ces compétences. Et il est temps de s'y mettre si les entreprises ne s'y mettent pas encore. Et on sent que derrière les discours des patrons d'enseigne qui travaillent sur tout ça. J'ai dépassé mon temps de parole déjà. C'est pas bien. Je vais passer la parole à Adrien. Voilà, on pourrait parler de ces sujets encore éternellement, mais s'il y a des questions, on y répondra après. Merci, à toi, Raphaël. Adrien. Alors attends, reste ici une seconde parce qu'on a reçu une question dans le chat et ensuite j'en ai une pour toi, Michel. Donc merci beaucoup à tous ceux qui participent et spécialement à Geoffrey qui pose pas mal de questions. Donc merci à toi. Quelles initiatives, donc Raphaël, c'est pour toi. Quelles initiatives pour améliorer l'expérience collaborateur, hors baby-foot et compagnie, un travail réalisé pour améliorer les processus pénibles, par exemple? Oui, alors on l'a dit, il y a surtout un travail sur les processus qui prennent du temps, du type inventaire, etc. On en a peut-être un peu moins vu cette année, ou en tout cas, moi je suis allé moins les voir. Il y avait beaucoup pour les entrepôts, donc les tâches pénibles et qui peuvent entretenir des troubles musculo-squelettiques, vous savez, les exosquelettes, etc. C'était des choses qu'on voyait beaucoup sur le floor d'exposition il y a quelques années. Et dans les entrepôts, il y a des vrais besoins d'équipement là-dessus. Mais effectivement, d'une manière globale, on est passé de l'autre côté de la frontière où on a compris que le flex office, ce n'était pas la panacée et que le baby-foot, ce n'était pas ça qui faisait de l'expérience collaborateur. En point de vente, c'est supprimer les irritants et garder du temps pour la relation client. Dans les entrepôts, ça peut être des exosquelettes, faire attention aux troubles musculo-squelettiques. Et dans les sièges, c'est effectivement savoir travailler efficacement en mode projet. On va plus être dans ces soft skills qui finalement contribuent à l'expérience au quotidien dans l'entreprise. Pour faire simple. Merci Raphaël. Et on pourra poursuivre la discussion tout à l'heure. Michel, il y avait une question. Elle a disparu la question, mais la question en substance, c'est tout est beau, tout est joli quand on écoute, quand on était dans ces conférences. Qu'en est-il? Est-ce que tu as des chiffres sur la fermeture des magasins? Parce que depuis la France, on avait entendu beaucoup de choses. Alors, on avait des chiffres effectivement de fermeture, mais surtout on entendait beaucoup de chiffres d'ouverture. Je parlais de Petco qui ouvre 10 centres spécialisés en ruraux. Ce qu'on retient au-delà des chiffres précis, c'est le fait que le bilan est positif. C'est-à-dire que dans leur grande majorité, les retailers américains annoncent ouvrir plus de magasins qu'ils n'enferment. Et quand ils enferment, c'est pour les transformer en entrepôts, en hub, donc pour résoudre des problèmes de supply chain et se servir de magasins comme des hubs logistiques. Donc effectivement, il y a
un bilan plutôt positif et le retail physique est en vogue. Et Raphaël, si je te pose la même question sur les recrutements, oui, je te chope, c'était pas prévu, mais là on vient de parler des fermetures de magasins, et qu'en est-il des licenciements? Les licenciements, c'est chez les GAFA en ce moment, c'était intéressant. Le même journée, il y a eu Amazon qui licenciait 12 000 personnes et Walmart qui ne disait pas qu'il recrutait plus, mais qui augmentait le salaire minimum de 12 à 14 ou 15 dollars, je ne veux pas dire de bêtises, mais dans ces eaux-là, avec un salaire moyen à 17 dollars. Donc là, ça fait plaisir de voir que Walmart, qui depuis des années essaye de résister à Amazon, est en train, pour l'instant, on sait que c'est cyclique, de gagner la bataille. J'aime bien l'addition des news. Et on est plutôt en train de recruter dans le retail à l'heure actuelle. Allez Adrien, je te laisse parce que je pense qu'il y a un timing. On va tenter de terminer à l'heure, vous inquiétez pas. Alors, il m'incombe maintenant de vous parler de la technologie. Alors, je vais tout de suite vous rassurer, non, il n'y a pas eu d'innovation extraordinaire qui a mis tout le monde par terre. Donc, c'est plus de la continuation de ce qu'on a vu ces dernières années. Et il y a une chose qui m'a marqué, je me serais attendu à ce qu'on entende des analystes expliquer que les investissements dans la tech vont diminuer de la part des marchands et des retailers. Et en fait, c'est le contraire. Il y a une accélération et il est prévu une augmentation de 5 fois les budgets qui sont aujourd'hui faits par les marchands dans les technologies dans les 3 prochaines années. Donc je vous propose d'aller au travers de quelques tendances. La première qui m'a paru intéressante, c'est l'ouverture des architectures composables API. C'est des gros mots, mais finalement, la seule chose à entendre, à comprendre, c'est que les architectures, les outils qu'on utilise doivent communiquer entre eux et doivent s'ouvrir. Je vous propose d'écouter le patron. Alors techniquement, ce n'est pas le patron, je ne sais plus exactement son titre, mais on va écouter le patron de BigCommerce qui a été interviewé par Michel il y a quelques jours. Il n'a pas pu se rendre ici malheureusement et on l'écoute tout de suite. I think that it is going to be composability. I think that term is going to get redefined over time, though. Right now, it's very jargony. Like, it doesn't really explain much. Composability isn't precisely defined yet, I think, enough to distinguish it from the normal mode of operating. We're all trying really hard because we want to sell our composable stuff, though. A lot of people, I think, rushed to get there who weren't good fits for it, right? Because it does create technical complexity for whatever merchant is trying to, brand is trying to adopt. And some are in a really good place to do it. Mattel was there. Mars was there. Some very large brands and CTOs and dev teams were there talking about their successes with different composable platforms. We had one of our customers there as well. I'm not saying it's swinging back. I think some of the air is coming out of the hype. I think this will be the year that composability gets realistically set as an architectural pattern. I think real world experience is starting to come in and people are like, yes, it's a good fit for this use case, but not this one, as opposed to just being a trendy buzzword that every CTO wants to have. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur lesquelles je retrouve complètement ce que je voulais vous présenter. C'est vrai qu'il y a des mots compliqués, ça complexifie le discours et j'ai ressenti vraiment à la NRF une homogénéisation où on essaye en tout cas de trouver des solutions et d'utiliser peut-être un petit peu moins ces mots. On entend Page qui explique « Nous suivons les consommateurs pour être plus rapides et agiles. Notre plus grande force et différence réside dans notre capacité à prendre des décisions pour le mois ou le trimestre à venir et non plus 10 mois en avance comme c'était le cas. » Ça rejoint ce que disait Raphaël. Les marques ont besoin d'être plus agiles, d'être plus rapides et c'est un enjeu de survie. C'est même plus en termes de compétition, c'est vraiment la survie. Il y a la première chose qui m'a marqué, c'est qu'on trouve du composable partout. Le mot composable est usé, surutilisé, et j'en viens à penser que on est. Alors, bien que BigCommerce nous explique, ça y est, on va se calmer, on va arrêter d'utiliser ce mot. La réalité, c'est qu'on le retrouve partout et ça devient très commun d'utiliser le mot composable pour tout et n'importe quoi. On en vient même, parce qu'on ne sait plus quoi inventer, expliquer que c'est le composable de commerce 2.0. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, ça ne veut rien dire du tout, mais il faut se différencier en termes de marketing. On pense déjà à la suite. Et il y a même des nouveaux acteurs qui sont en train d'arriver sur ce terrain du composable. On a ici à droite Jiffy, c'est une solution de quick commerce, une sorte de Gorillaz ou de Frishti qui s'est dit notre solution, on l'a développée en interne, on va maintenant la mettre à disposition pour les marchands. Vous aurez les présentations, vous pourrez avoir le détail. Je vais essayer de passer vite parce qu'il nous reste que quelques minutes.
Donc d'un côté, on a ce marché qui commence à être saturé avec plein d'acteurs qui entrent sur ce marché-là. Et de l'autre côté, il y a un Eldorado pour des nouvelles solutions, ce que j'appelle les middleware. Je vous laisserai aller découvrir ça. Finalement, en tant que marchand, ce n'est pas des solutions que vous allez nécessairement utiliser, mais ce sont des solutions qui sont spécialisées pour connecter ces outils. C'est possible uniquement si l'architecture est ouverte avec des API. Et l'idée derrière tout ça, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est Alloy sur la droite. C'est un outil, pour ceux qui connaissent Zapier, c'est exactement ça. C'est un outil que vous utilisez, qui n'a rien besoin, il n'y a aucune connaissance technique. Avec quelques clics, avec quelques drag and drop, vous allez pouvoir construire des scénarios. Et alors, ça existe, rien de neuf sous le soleil avec la construction de scénarios. L'intérêt ici, c'est que c'est des scénarios avec plein d'outils de l'écosystème e-commerce. Donc la promesse, c'est si vous utilisez telle solution, toutes les solutions communiquent et vous allez pouvoir utiliser cette brique, ce middleware, pour pouvoir faire communiquer et créer des scénarios pour vos consommateurs. J'entendais le mot composable beaucoup pour le commerce composable sur le front, pour les consommateurs. Et là, nouveauté sur le salon, le mot composable est utilisé partout. In-store composable, on a même vu panier composable. Pardon. Là, il y a une solution qui s'appelle Merco. Quand je leur parlais, ils m'expliquaient qu'ils font l'omnicanal composable. Okay, on creuse un petit peu, ils se sont spécialisés dans le in-store. Et ça rejoint un petit peu ce que tu disais, Michel, et toi Raphaël. Et finalement, il faut pouvoir servir le client. Dans le magasin physique, vous avez un petit schéma sur la droite. Il va y avoir, vous avez la photo, la tablette magasin. Vous allez avoir le client qui va pouvoir utiliser son téléphone. Vous allez avoir le POS, le point de vente, des grandes tablettes à disposition. Et tous ces systèmes, il faut qu'ils puissent communiquer déjà entre eux dans le store, mais également à l'extérieur, et pas juste avec Merco, mais avec d'autres technologies. Donc finalement, c'est moins la technologie qui drive ces innovations, mais c'est le consommateur, et on suit les besoins du consommateur pour y arriver. Sur cette partie composable, je suis allé voir le patron de Vtex et je lui ai demandé quelle est la priorité pour cette année dans ta roadmap. Il m'a expliqué, ça rejoint ce que dit BigCommerce. Entendez, surtout Raphaël, toi tu l'expliquais. Il expliquait notre plus gros challenge aujourd'hui, c'est de raccourcir les temps projet. C'est de faire en sorte qu'on soit plus rapide et donc plus agile. Ça a un impact sur la trésorerie, sur le time to market, sur la rentabilité. Et pour y arriver, l'interopérabilité, elle est clé. Donc, dans les choix, dans les solutions, toutes les solutions sont en train de se mettre, la majorité des solutions sont en train de se mettre à niveau. Et ce n'est pas juste un enjeu technique, on pourrait penser que c'est juste des discussions techniques, mais ça a un vrai impact derrière business. La deuxième tendance, et avant de vous endormir, vous dire bullshit, je n'ai pas encore prononcé le mot métavers, je vous promets, je ne le prononcerai pas, mais je vais quand même prononcer le mot IA. Déjà, je me suis amusé à prendre en photo. Alors, je sais que j'ai des jeux très bizarres. J'ai pris en photo à chaque fois que je voyais le mot IA, je prenais une photo. Et j'ai des dizaines et des dizaines de photos. Donc là, encore, peut-être même pire que le composable, le mot IA, il est partout. Et non seulement il est partout, mais quand on discute avec ces solutions, c'est très difficile, au-delà du marketing, de savoir s'il y a vraiment de l'IA ou pas. Je leur pose la question, comment est-ce que tu entraînes ton modèle? Comment est-ce que tu fais de la prédiction ou pas? Les erreurs, comment tu les gères? Au fil des discussions que j'ai pu avoir, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une tendance de fond qui est réelle. C'est celle de l'émergence de l'IA qui était toujours là, mais qui est tout aussi sur le front que sur le back. On l'utilise et parfois certains acteurs font de l'IA et ne le mettent plus en avant. Et OK, l'IA c'est bien, mais à quoi ça sert? On a Estée Lauder ici, Ophélia, qui nous explique que Estée Lauder utilise l'IA pour agréger des données sur les produits tendances sur TikTok afin de fournir aux consommateurs nos propres produits ainsi que d'autres conseils, prolongeant ainsi le parcours de consommateurs. On voit un vrai use case, pas juste la techno pour la techno, mais un use case derrière. J'ai classé l'IA dans plusieurs catégories. D'abord, il y a la catégorie classique qui m'intéressait moins. Je l'appelle l'IA classique du front office, qu'on connaît tous, si on est un peu dans la tech, c'est la personnalisation, le chatbot, on l'appelle comme on veut. Il y a une mise à jour avec ces technologies qui sont de nouvelles générations, qui utilisent moins de cookies, mais finalement, c'est des choses qu'on avait déjà vues peu ou prou. Ce qui m'intéressait un peu plus, c'est de voir les autres usages de l'IA. Et c'est un sujet transverse. Michel, tu en as parlé, Raphaël, tu en as parlé, et j'en parle. C'est la supply, la logistique, les entrepôts, l'inventaire. C'est quelque chose qu'on a vu. Et c'est marrant parce qu'on avait tous des points de vue différents, des angles différents lors de ces 3 jours. Et c'est vraiment un thème qui revenait constamment. Ici, dans la supply, l'IA, elle est utilisée pour
prédire où sera la demande, prédire combien de stocks il faut prévoir dans tel entrepôt, limiter les split shipments, donc essayer d'avoir un entrepôt où on va envoyer la commande plutôt que d'en avoir plusieurs. Il y a beaucoup d'autres use cases. Je vous laisserai découvrir ce que font ces solutions. Elles s'alimentent même de données externes pour pouvoir mieux prédire comment mieux livrer son consommateur. Et la dernière chose, c'est peut-être ce qui m'a le plus bluffé, c'est l'IA dans les mains du retailer. Je comprends le concept d'IA qui est fait par des ingénieurs dans des caves. Ce qui m'intéresse plus, c'est de voir comment les retailers, les marchands vont pouvoir s'approprier cette IA, faire construire déjà une IA ou des algorithmes qui soient beaucoup plus pertinents pour leur usage et pour leurs données, et également les adapter à leur use case. Et là, on a un exemple avec Labelbox, c'est littéralement ce que je viens de vous décrire, mais avec un angle très particulier, c'est dans la catégorisation de la donnée. L'idée derrière tout ça, c'est ils vont récupérer des informations du marchand. Il m'expliquait travailler avec Airbnb ou Etsy. Et dans la catégorie, dans Airbnb, il y a la catégorie, par exemple, cadeau d'anniversaire ou expérience originale. L'expérience originale, c'est dur de le matérialiser ou de dire à un algorithme ce qu'il faut pour que ça entre dedans. Et donc, en sélectionnant en commençant à faire un petit sample, l'IA va apprendre, on va la corriger de temps en temps et ensuite elle va pouvoir continuer à apprendre et remplir cette catégorie de manière dynamique. C'est la même chose avec Etsy. Donc là, on est dans quelque chose de très spécifique parce que Labelbox, c'est pour labelliser des produits et on voit l'ensemble des produits, l'IA qui va détecter et elle va pouvoir ensuite aller sur le front et pousser des choses dans des catégories particulières. Mais je vois cette tendance de plus en plus, l'IA va aller encore plus dans les mains du retailer qui sera plus en contrôle du coup pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Et au final, oui, l'IA se commoditise. Au-delà du buzzword qui ne m'intéresse pas, et au-delà de ChatGPT, de ce qui s'est passé ces derniers mois, en discutant, en regardant un petit peu comment c'est utilisé, quelque chose est en train de se passer. Et on ne peut pas parler d'IA sans parler de data, et on ne peut pas utiliser la data si elle n'est pas propre, ou en tout cas s'il n'y a pas une hygiène derrière. Ça fait directement le lien avec... Michel, tu as ton micro ? Avec les discussions que vous allez avoir vendredi, mais je voulais mettre le point sur l'IA, il y a quelque chose. Il faut arrêter de se dire c'est du bullshit. Mais à côté de ça, ça ne se fait pas comme ça et qu'il y a un vrai travail pour y arriver. Oui, petit spot de pub au passage. On va parler beaucoup d'IA et de data ce vendredi. Donc, pour ceux qui ne l'avaient pas encore vu passer cet événement, on le fait vendredi à Paris. Tous les usages de la data seront évoqués, de la data pour l'offre, la data pour le pricing et nouveauté cette année, la data client, à laquelle on va consacrer pas mal de la journée. Des tables rondes exceptionnelles avec des speakers exceptionnels de chez Decathlon, ADO et bien d'autres. Donc à ne pas manquer, vendredi à Paris. Voilà, je te repasse le micro, passe de pub terminé. Michel, tu me donnes encore quelques minutes ? Allez, 3 minutes. Ok, troisième tendance, Digital Twins. Tout le monde n'est peut-être pas familier avec ce concept. La traduction serait le jumeau numérique. C'est une réplique numérique d'un objet, d'une personne ou d'un processus. Ça a été utilisé depuis des années pour des avions de moteur, pour des locomotives, pour des voitures. Donc, on n'a pas attendu le retail ou la NRF pour utiliser ce concept-là. Cela étant dit, il y a quelque chose qui est en train d'arriver. C'est que ce concept de Digital Twins, il arrive dans le retail via deux angles que je voulais vous partager. Mason de Lowe's nous explique que le Digital Twin est très puissant pour effectuer des simulation et optimiser le processus d'une manière qui n'était pas possible auparavant. Ça peut être, pour ceux qui ne sont pas familiers, très abstrait. On va voir des use cases très particuliers. Il y a deux angles. Le premier, c'est celui du consommateur. Ici, vous avez des exemples. Les deux, celui dont FitMatch et Like a Glove, vous permettent de manière très, très simple d'avoir vos mensurations directement dans votre téléphone. Et derrière, le use case, c'est que la marque va pouvoir l'utiliser pour vous proposer des produits adaptés. Celui Like a Glove, l'ADN, lorsqu'ils ont créé la société, c'était pour les sportifs qui voulaient mesurer exactement l'impact de leur séance, également avoir des produits particuliers. Ici, avec Volumental, vous me voyez faire le test, ça dure 8 secondes, je me mets dessus et ça me fait toute l'analyse de mon pied, la différence des pieds. On va me dire à quoi ça peut servir au-delà de vendre des chaussures. Quand on est joueur de hockey professionnel, joueur de foot,
ou pour le ski, il y a beaucoup de produits techniques qui peuvent bénéficier de savoir qu'un pied est plus court que l'autre, un peu plus haut, etc. Je n'ai pas tous les termes techniques, mais en réalité, l'importance, c'est que jusqu'à maintenant, il fallait entrer dans des boîtes et c'était très compliqué et coûteux. Là, avec un simple téléphone ou un petit appareil en self-service, on va pouvoir mapper tout ça. Et la suite, tous les trois, en discutant avec eux, ils vont dans la même direction. Alors, je ne sais pas comment on va l'appeler. Je vais l'appeler le passeport numérique pour le moment, mais ça va certainement avoir un terme. Et l'idée, c'est d'avoir dans son wallet ces données, ces mensurations. Et on pourrait imaginer demain que ça communique que les différents retailers puissent me reconnaître, savoir exactement que ça, c'est tel produit et adapté pour moi et je vais pouvoir l'utiliser. Ça rejoint l'idée du marketing of one, où tu vas produire sur mesure la chaussure qui va exactement avec ton pied. Il n'y en a aucune autre équivalente. Donc, c'était, je me souviens plus lequel de vous deux avait la pyramide où on parlait du traditionnel et on est dans l'expérientiel et le personnalisé. On est vraiment là-dessus. Ça, c'était sur la partie un petit peu facile à comprendre, le consommateur. Le deuxième, c'est la supply, mais qui arrive dans le retail. Là, il y a deux sociétés, SAS qu'on connaît, plateforme qui gère la donnée, et Cosmotech. Ils ont développé un algorithme très puissant, je ne sais pas, mais en tout cas verticalisé sur la supply chain pour le retail. Et un use case, c'est si ce fournisseur a du retard pour me fournir telle matière première, quel est l'impact dans ma chaîne de valeur? Les prédictions, faire de la simulation, ça existe depuis toujours. Là, on ne parle pas de ça. Dans le concept de Digital Twins, on va voir l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc, ce n'est pas juste un morceau, une étape, mais c'est toutes les étapes. Et lorsqu'il se passe quelque chose avec le fournisseur, quel est l'impact sur toutes les étapes et in fine, quel est l'impact financier ou quel est l'impact final. Et on peut imaginer de la même chose, si j'augmente le prix ou si je diminue le prix, si je change les assortiments, quels seraient les impacts. Le takeaway sur le Digital Twins, pour le client, on passe de la personnalisation au sur-mesure. C'est peut-être pas adapté aujourd'hui pour tout le monde, mais on est en train d'arriver et il y a une forte demande des consommateurs pour avoir ça. Je n'ai pas utilisé le mot avatar, mais vous voyez, les frontières elles sont très, très poreuses entre ces deux concepts-là. Et on n'en est vraiment qu'au début. La facilité aujourd'hui de récupérer ces informations et la puissance des analyses qu'on peut avoir, elle est également très forte. Et surtout en temps difficile où on ne peut pas se permettre de faire des maquettes, de lancer des produits, mais on veut tester de manière itérative et très rapide de manière numérique ou digital, c'est quelque chose c'est une promesse qui est intéressante. Et enfin, dernière tendance, la supply. En fait, j'hésitais à le mettre en tant que slide parce qu'on en a parlé pendant toute la matinée. Et pour le coup, c'est une tendance qui est transverse à tous les sujets. J'aime bien ce que dit Macy's, Jeff. Macy's a totalement refait sa chaîne d'approvisionnement, réduisant sa dépendance à l'égard de la Chine. Macy's a travaillé avec les fournisseurs sur le dernier kilomètre et a créé 35 entrepôts. La réalité qu'on a entendue maintes et maintes fois, c'est qu'en l'année dernière, début 2022, c'était la razzia, les entrepôts étaient vides, Amazon même a créé des entrepôts en prévision de la demande. Donc les entrepôts étaient vides, la demande était trop forte et le challenge c'était comment avoir des matières premières, des produits qui sont en entrepôt. Aujourd'hui c'est le contraire, on use et reuse de la promotion et il faut réussir à se débarrasser des stocks et des entrepôts qui ont un coût. Donc c'est un vrai challenge et la vue du stock temps réel ne suffit plus. Il y avait tous les outils OMS de la Terre lors du salon, donc je ne vais pas en parler. Il y a énormément de solutions. Finalement, elles attaquaient tous de manière différente ton inventaire, ton entrepôt. J'en ai même parlé lorsqu'on a parlé d'intelligence artificielle. C'était vraiment un sujet qui était présent, omniprésent, cet angle supply, logistique. Et voilà. Et avec PIC, l'idée, c'est de tester en fonction de la région, d'adapter les prix et les entrepôts. La bonne gestion de sa supply devient un élément de survie. C'est plus quelque chose qui est intéressant, c'est quelque chose qui est indispensable. J'ai mis 3 aspects là-dessus. Un, la trésorerie. On en a beaucoup entendu parler, cette histoire de trésorerie. Ça revient à un retour au basique. La trésorerie, là, ça a un impact sur la satisfaction client et ça a un impact sur la rentabilité. Merci à vous. Michel, je te repasse la parole. On est presque à l'heure. Il y avait une petite activité pour la fin, mais ce qu'il faut retenir, on essaie de les résumer, nos 4 points chacun. Donc la fin du milieu, le retour au basique, efficacité opérationnelle, supply chain, tu viens d'en parler.
Le retail as a platform qui devient une tendance, si on a les moyens effectivement et si c'est une stratégie de fond, on peut aussi avoir un retail très spécialisé, très fin, mais l'idée c'est effectivement de se focaliser sur une vision, une mission très précise et de la remplir de manière horizontale avec des services, des produits, des expériences. Et enfin, Retail for Good, bon, les Américains restent les mauvais élèves, il ne faut pas se le cacher, ce n'est pas les seuls. Du côté de l'humain. Du côté de l'humain, vous l'avez compris, réenchanter l'expérience des collaborateurs et particulièrement en point de vente, concilier rapidité d'exécution et vision long terme. Encore une fois, c'est très simple à dire, il y a des méthodes et des impulsions managériales à mettre là-dedans. Redéfinir les rôles managériaux pour les incarner au quotidien. On a changé de monde et c'est le moment d'ajuster son leadership, le leadership de ses managers au service de la performance, de concilier le bien-être au travail et la RSE, et puis accélérer le développement des soft skills. Tout ça, c'est quelque part les soft skills, ça va être la colonne vertébrale de demain. De ton côté, Adrien. C'est la glue entre tous ces concepts, une architecture ouverte composable. L'intelligence artificielle, qu'on la voit ou pas, elle est bien là et elle va aider. Les digital twins qui sont en train d'émerger, qui vont être un élément différenciateur. Et enfin, l'inventaire comme avantage concurrentiel. La supply. Alors, dernière page de pub pour parler des 2 prochains événements de Diamart Connect. Retail Data Day, j'en ai déjà parlé, mais le petit nouveau qui sera sur une matinée et qui devrait également rester là pour longtemps, parce que c'est la vraie prochaine transformation du retail, c'est Retail for Good. On va réunir tous les dirigeants RSE du retail pour essayer de voir comment être à la fois durable et rentable. Ce sera le 28 mars à Paris. Vous avez un petit questionnaire satisfaction. Pardon, j'étais trop vite. Merci de le scanner, d'y répondre. On vous l'enverra également par email. Ça nous permet de faire encore mieux la prochaine fois, puis de savoir si on a été bon aussi. Et puis, on a une petite activité avant de... Une petite surprise. Hein, oui. On est parti. Allez. Alors, peut-être qu'on peut remettre la première slide avec le QR code. Je vais remettre ça. Slido. Ouais. Déjà, Alors, ce que je vais vous demander, c'est de prendre votre téléphone. On va faire un petit jeu. On va faire un petit quiz. Ça va durer 5 petites minutes et il y a un cadeau à la clé. Un petit cadeau Donc, de New York. On va s'amuser ensemble. On va voir si vous avez bien écouté. Il y a des questions, les réponses ont été au micro, d'autres les réponses étaient sur l'écran. Si vous étiez attentif, normalement, vous ne devriez pas avoir de problème. Alors, donc, je vais vous demander exactement, vous scannez. Je vais si vous êtes activer. Déjà dessus. Voilà, si vous êtes dessus, vous touchez à rien. Normalement, dans une seconde, vous allez avoir. On est ici. Voilà. Normalement, vous devriez avoir quelque chose qui vient de s'afficher, un quiz. Et donc, vous devriez mettre votre nom et rejoindre. Voilà, il y a déjà 7 personnes. Et donc, normalement, 16. si ils ont bien écouté, il y a les réponses. Il y avait dans nos discours les réponses à toutes les questions, c'est ça? Il y a des petits pièges. Il y a mais des normalement, pièges, oui. d'accord. Sinon, ce serait trop facile. S'appelle Troll. Mais moi, j'adore les gens qui ont de l'humour. Il y avait une interro à la sortie. Voilà. Je crois savoir qui c'est. Allez, non, il y a 39, c'est bien. On attend encore quelques secondes et ensuite, on va commencer. Vous aurez 15 secondes par question. Le plus important, c'est d'avoir la bonne réponse. Et la deuxième chose la plus importante, c'est de le dire le plus rapidement possible. Vite. Exactement. Je pense qu'on est bon. On est 40. On devrait être bon. C'est parti. Moi, je suis avec Troll. J'adore son pseudo. C'est parti. Première question. Où se déroulait l'événement NRF? À Bali, à New York ou à Las Vegas? Encore 8 secondes. Vraiment trop dur. On commence parce qu'il y a toujours des gens qui ne savent pas très bien, etc. J'ai appris qu'il fallait la première question. La première question, c'est cadeau. Ouais, voilà, exactement, c'est cadeau. Dis pas ça, il y en a un ou deux qui vont se tromper. Non. Là, Normalement, on est plutôt bon. Démontre, Et donc, non, on va pas l'afficher parce que ça va. On peut organiser un NRF à Bali s'il faut. Je suis pour. Donc, bonne réponse, New York. Contre, il y en aura un à Singapour. Hein. Ça, c'est un scoop, un scoop qui a eu lieu. Voilà. Allez, on avance. Donc, ça, c'était New York. Félicitations. Est-ce que c'est normal qu'il n'y ait rien à l'écran? Ouais, okay. On ne va pas l'afficher. Okay. Qui est en tête des top retailers aux États-Unis? Costco, JD.com, Walmart ou Amazon? Donc, ça, on ne l'a pas dit à l'oral et c'était sur les slides. Tout le monde a répondu. C'est très bien. Je ferme. Et c'est effectivement, alors il y a une personne qui a répondu à Amazon, c'est effectivement bonne réponse pour Walmart. Leader incontesté, ils sont très très loin devant tout le monde. Quelle est la particularité du magasin American Girl? Il intègre un corner live shopping, des casques VR sont mis à disposition pour jouer aux poupées, on y trouve un hôpital pour soigner sa poupée. J'étais sauf dans la réponse. Oui. Bon.
Ok, tout le monde a répondu. Eh ben, écoutez, à 89%, vous avez la bonne réponse. On y trouve un hôpital, effectivement, pour soigner sa poupée. Question suivante. Il en reste encore 3. Parmi ces technologies, laquelle était peu présente sur le salon? La supply chain, l'intelligence artificielle, le métavers ou l'omnicanal? Il reste 3 secondes. Franchement, pour l'instant, c'est pas très discriminant. Ça va être dur de trouver un... Ça va être dans la rapidité. 82% pour le métavers. Félicitations à vous. Vous êtes très fort. Ou alors c'était trop facile. Je ne vais pas être trop vache. Café Kroger's. Diviser par 2 le temps de formation des nouveaux vendeurs. Transformer son parcours de formation de nouveaux vendeurs en 100% digital. Ou multiplier par 2 le temps de formation des vendeurs. Raphaël, les gens t'ont bien écouté, je peux te le dire. 90% de bonnes réponses. Merci. Félicitations, c'était bien multiplié par 2 le temps de formation des vendeurs. On est à l'avant-dernière question. Quel est le but des innovations technologiques d'IKEA? Permettre aux vendeurs de consacrer 80% de leur temps à la relation client, 95% de leur temps à la relation client ou 98% de leur temps à la relation client. J'ai noté que tu avais été assez lourd sur ce point. Et tu l'as dit 2 ou 3 fois. J'ai Je pas pense que là, dit pourquoi, mais je l'ai répété 2 Voilà. fois. donc c'est effectivement Ça, voilà, ça a servi. 95%. Et dernière question. Je sens le suspense. Tout le monde est Parce tendu que là. il y en a, ouais, vous êtes nombreux à avoir tout bon, hein, quand même. Ouais, donc ça va être à rapidité là. C'est parti. Quelle est la phrase qui résume le mieux cette édition? Back to basics, sky is the limit, think outside the box, dream big. Tu as été créatif là-dessus. Hein. Là, c'est 100%, c'est bien. Là, je veux dire que toi, tu l'as 100% de bonnes réponses, bravo. Bon, allez, donc c'était effectivement là, c'est 100%, c'est très bien, tout le monde était là. Alors, leaderboard. On est parti hein. Allez, c'est parti. Qui a gagné? Leaderboard, et ben là, Thaïs a gagné avec 7 points. Alors, je vais te demander, Thaïs, de venir par ici. Je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille. Thaïs. Bah, 7 points, donc que des bonnes réponses. Et tu as un petit cadeau qui vient directement de New York. On peut l'applaudir. Il faut la desserrer. Et bravo à tous. Il y a beaucoup, la grande majorité avait tout bon, donc félicitations. Eh ben, écoutez, c'est Voilà, bon pour moi. on va pouvoir se retrouver autour d'un café pour ceux qui veulent rester. Et puis merci beaucoup. Merci de votre attention et on vous enverra les slides dans quelques jours.